Bonjour à tous. On va démarrer pour une conférence, je le disais tout à l'heure, agilité passé, présent, futur. 4 parties. Je suis assez simple et pragmatique comme mec. Je vais me tourner, j'ai pas ma zapette. Merci aux sponsors. Merci aux sponsors de faire en sorte que cet événement existe. Merci à vous d'être présents, parce que si on fait une conférence avec des sponsors mais pas de personnes qui viennent écouter, ça sert à rien. C'est quelque chose d'important pour moi, la transmission et les conférences, c'est là où j'ai appris l'agilité, c'est là où je continue aussi à me poser des questions. Un petit disclaimer, moi j'aime bien raconter des histoires, je raconte des histoires, des fois j'ai des petits problèmes de mémoire, donc mes histoires ne sont pas forcément justes, mais par contre il y a un truc dont je suis convaincu et très fort, c'est que vous avez un cerveau hyper puissant. Et aujourd'hui, on est dans une ère de communication avec du Google, du ChatGPT et tout un tas d'autres outils. Donc s'il y a des trucs que vous trouvez bizarres ou il y a des trucs que vous voulez approfondir, moi je suis là après, ou même pendant, ou s'il y a des questions. Et puis allez chercher par vous-même tout ça. Donc je vais sur cette conférence raconter tout un tas de petites anecdotes de ce que pour moi c'est l'agilité, d'où elle vient, comment elle s'est construite et comment elle est aujourd'hui, ce qu'on en fait nous et comment on l'utilise. Je pars du passé. Pour savoir où on va, il faut d'abord savoir d'où on vient. Ça, c'est mes histoires à moi. C'est comme ça que je me construis l'agilité. C'est comme ça que je la vis. Et je commence, j'aurais pu commencer bien plus tôt, mais je commence en 1946. En 1946, Norbert est dans sa chambre. Norbert, il a froid. Et donc, comme tout le monde, il se lève. Pardon, je bouge un peu le micro. Comme tout le monde, il se lève, il monte son radiateur pour avoir chaud, il va se rasseoir. Et puis, au bout de 3 minutes, il a chaud. Donc, comme tout le monde, il se lève, il règle son radiateur pour avoir froid, il reste s'assoit. Au bout de 3 minutes, il a froid. Donc, comme tout le monde, bon, vous avez compris. Norbert, il en a marre de se lever et de régler son radiateur. Et il se dit, mais comment on pourrait faire, ou qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon radiateur il ne m'écoute pas à la seconde. Et du coup, il prend son bic 4 couleurs et il écrit un livre sur la cybernétique et les boucles de rétroaction qui, pour moi, sont les ancêtres de la boucle de feedback qu'on utilise beaucoup. Il met 2 ans à l'écrire et ça sort à la FNAC et ça fait un gros carton en 1948. Ça, c'est le premier point, la première histoire. Allez, je vais avancer un petit peu. 1950. Pardon, j'entends les bruits, les retours, c'est affreux. Voilà. 1950. William Edwards. William Edwards, il adore les Japonais, il est américain, il adore les Japonais, il est allé plusieurs fois au Japon, il les a observés, il les a regardés fonctionner. Et en fait, ce qu'il adore chez eux, c'est le culte qu'il voue, le culte qu'il vue à la qualité et à l'excellence de ces Japonais. Il se fait des copains, William Edwards, au Japon, et il fait une keynote fracassante devant le MEDEF japonais, devant 45 personnes. Et il présente un nouveau concept qui vient de sortir qui s'appelle le PDCA. Et PDCA, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu prévois faire un truc, puis après tu le fais, puis après tu récupères du feedback, c'est-à-dire tu observes qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe et comment le système réagit. Et puis après, tu en fais quelque chose de ce feedback bordel. Et tu en fais quelque chose pour t'améliorer ou pour améliorer le système, peu importe, mais tu en fais quelque chose. Donc là, on est en 1950. J'avance un petit peu, un tout petit peu, pas beaucoup. 1950, on est toujours au Japon. Il y a 2 petits gars qui s'appellent Teichi et Eiji, qui sont d'ailleurs des copains de William Edwards, qui fabriquent des voitures. Et ils disent, tiens, on va fabriquer un village autour de notre usine. Et ce village s'appelle Toyota. Ils se disent, on aimerait améliorer la façon dont on produit, construit nos voitures. Et on est toujours en train de regarder chaque machine qui construit une pièce, une partie de la voiture. Et on voudrait fonctionner autrement. Qu'est-ce qu'il faut? Ils profitent d'une erreur des Américains qui ont inventé une colle qui ne colle pas. Allez savoir pourquoi.
Et du coup, ils mettent sur un bout de papier jaune, ils écrivent un numéro sur la voiture et ils le collent sur la voiture. Et du coup, ils peuvent identifier non plus la vitesse d'une machine à un instant donné, mais le temps de traversée de la voiture tout au long de sa chaîne de fabrication. Et comme ça, ils peuvent optimiser la fabrication de leur chaîne de voiture. Le post-it est né à cette époque-là, et le post-it a eu un très bel enterrement le 17 mars 2020. Je ne te rappelle pas ce qui s'est passé le 17 mars 2020. J'avance un petit peu. Ah oui, je ne l'ai pas dit avant, c'est important, les itérations, vous le voyez, ils l'ont créé en 1950, ils l'ont enfin implémenté en 1962, ils ont fait une petite itération de 12 ans. Comme quoi, c'est hyper important de faire des itérations courtes avant de mettre en prod. 12 septembre 1962. John Fitzgerald, c'est un petit jeune, un petit PO d'un gros projet là qu'on vient de lancer. Et il se prépare à pitcher la vision de son gros projet. En ce moment, il fait froid, il fait très froid, mais ce n'est pas le même froid que Norbert dans sa chambre. C'est les relations entre Américains et Russes. Et ils se disent, si on veut gagner la compète, il va falloir qu'on marque un grand coup et qu'on fasse quelque chose d'inoubliable. Du coup, il se dit, comment je peux embarquer toute une nation pour marcher sur la Lune. Et il va au Rai Stadium devant 40 000 personnes et il pitch sa vision. Et il pitch sa vision le 12 septembre 1962. Il embarque 400 000 Américains. 7 ans après, il marche sur la Lune et il gagne la compète. Le projet est un énorme succès, sauf que ils perdent 25 milliards de dollars par rapport aux prévisions initiales. Donc finalement, un gros succès, c'est quoi? C'est d'être dans les budgets ou d'avoir marché sur la Lune? Donc pour moi, j'avance un petit peu encore une fois. Ça, c'est plein de petits bouts qui construisent le passé, qui mettent en place les graines de l'agilité. J'avance un petit peu parce que dans les années 60-70, il n'y a pas grand-chose qui se passe, à part quelques-uns d'entre nous qui naissent. On est en 1980. 1980, l'armée américaine a le goût de la victoire dans la bouche. Et ils se disent, on sent, avec notre pif, on sent qu'il y a un coup à jouer, et qu'il y a un coup à jouer sur le développement informatique. C'est les nouvelles tendances. On veut marquer le truc, donc qu'est-ce qu'on fait? On discute avec une petite ESN de l'époque, aux États-Unis, pour créer, modeler notre façon de travailler, ou leur façon de travailler pour le coup, et de créer ces nouveaux trucs qu'on appelle du logiciel informatique. D'ailleurs, en parallèle, dans les années 80, il y a deux Japonais, toujours, Ikujiro et Hirotaka, qui aussi veulent un petit peu révolutionner le game et qui sortent un livre qui s'appelle The New Product Development Game. Allez, j'avance encore un petit peu, on est en 1993. Il y a Ken et Jeff qui sont en train de regarder la finale du Stade Toulousain. Désolé. Vous avez vu, j'ai pas mis l'UBB, qui n'existait pas d'ailleurs en 1993. Ken et Jeff sont en train de regarder la finale du Stade Toulousain et ils sont en train de se dire, mais c'est génial en fait ce jeu à la toulousaine où tout le monde touche le ballon et tout le monde joue avec tout le monde. Et ils sont 15 sur les terrains, on a l'impression qu'ils sont 100, et en fait ça joue tout le temps, c'est très dynamique, et tout le monde, il y a une entraide très forte. Ça c'est les marqueurs du jeu à la toulousaine. Ken et Jeff regardent ça et se disent, et d'ailleurs Jeff, qui était pilote de chasse au Vietnam, ça lui rappelle que l'intérêt d'avoir des petites équipes et des petites équipes performantes et qui ont une mission, un objectif. Et du coup, à la pause, entre deux bières, ils se disent, tiens, on pourrait inventer un truc, on pourrait inventer un framework, une façon de travailler, et on l'appellerait Scrum. On est en train de regarder du rugby, Scrum en anglais, ça veut dire mêlée. Donc ils créent ce fameux framework, un vieux truc qui a été créé en 1993, qu'on retrouve d'ailleurs de temps en temps dans des équipes. Il y en a qui l'appellent la méthode agile d'ailleurs. Ça pour moi, je vais m'arrêter là,
sur le passé, parce que la suite du passé, vous la connaissez tous. Extreme Programming, le bug de l'an 2000, le manifeste de l'an 2001. Des gens comme Alistair, Dean, Henrik, Jürgen, d'autres, Alexis Mobile, qui participent à la création et à ce qu'est l'agilité aujourd'hui. Moi, je voulais replanter des graines ou remettre les graines que j'utilise moi sur lesquelles je m'appuie pour dire l'agilité, en fait, elle n'est pas née comme ça dans les années 80, 90 ou en 2001. Il y a des choses qui se sont passées avant. Et c'est juste une évolution de l'histoire, et une évolution de l'histoire qui s'adapte aux enjeux à ce moment-là de ce qui est en train de se passer. Je parle d'agilité, je vais présenter ma vision de l'agilité, ma façon de l'expliquer. L'enjeu de l'agilité, enjeu, ça veut dire ce qui est en jeu. Quand on est sur un terrain de rugby, on joue avec un ballon et l'enjeu, c'est de gagner, c'est de marquer, c'est d'aplatir le ballon de l'autre côté de la ligne adverse. Donc l'enjeu de l'agilité, c'est répondre à la complexité. L'agilité, ça n'est qu'un outil, ce n'est qu'une façon de faire. On ne fait pas des choses qui n'ont pas de sens, on fait des choses qui ont un sens et on les fait pour faire quelque chose. Donc l'enjeu de l'agilité, c'est répondre à la complexité. C'est quoi la complexité? Si je reprends Edgar Morin, c'est les 3 marqueurs de la complexité. C'est l'incomplétude, l'incertitude et l'impermanence. À un moment donné, si vous êtes dans un système, dans un contexte, où il y a des choses qui sont incomplètes, où il y a des choses qui sont incertaines, où il y a des choses qui sont impermanentes, c'est des marqueurs de complexité. Donc il y a fort à parier que vous êtes dans un environnement qui devient ou qui était complexe. Et dans ce contexte-là, avoir une pensée linéaire, c'est-à-dire je peux aller du point A au point B, c'est compliqué. C'est difficile. C'est même pas possible. Parce que comme c'est incomplet, je ne sais pas où il est le point B. Comme c'est incertain, je ne sais pas si le chemin ne va pas bouger pour aller au point B. Comme c'est impermanent, peut-être que mon point B, ça sera mon point C en fait. Donc la pensée linéaire, aller du point A au point B, n'est pas possible dans un système complexe. Et donc on fait quoi? On passe à un système de pensée qui est plutôt circulaire. C'est-à-dire je fais un petit pas, comme Norbert avec son radiateur, je fais un petit pas, je regarde ce qui se passe, je refais un petit pas, je regarde ce qui se passe, je m'adapte, comme Deming, je fais quelque chose, enfin je pense à faire quelque chose, je le fais, je récupère du feedback et je l'utilise. Ça c'est l'enjeu de l'agilité. Pour moi, l'ADN de l'agilité, c'est les humains, c'est les humains, c'est la boucle de feedback, c'est aussi les humains. C'est la boucle de feedback, c'est-à-dire, finalement, si je devais résumer à l'extrême, qu'est-ce que c'est l'agilité? Est-ce qu'on est agile ou est-ce qu'on n'est pas agile? C'est quelle est notre boucle de feedback. Et la boucle de feedback, c'est pas juste pour un produit, c'est pas juste je récupère du feedback de mes utilisateurs sur l'utilisation de mon produit. C'est je récupère du feedback de mon équipe, des personnes qui construisent, de mon environnement, de la technique, de tout. Je récupère du feedback et je le prends en compte. Et pour récupérer du feedback, premier point, il faut le provoquer. Deuxième point, il faut l'accepter. Si je provoque du feedback, que je prends plein de petites notes et qu'après je les mets de côté et que je ne les utilise pas, est-ce que c'est utile? Mais par contre, accepter le feedback, ça ne veut pas dire oui à tout. Ça veut dire chercher à comprendre pourquoi ils me font ce feedback-là et comment moi, je peux l'utiliser, qu'est-ce que je peux en faire. Et finalement, si je veux être agile, l'ADN de la boucle feedback, c'est essayer de la raccourcir le plus rapidement possible pour gagner une certaine fluidité. Donc du coup, raccourcir cette boucle de feedback. Et pour raccourcir la boucle de feedback, on revient en haut, on est circulaire, je provoque le feedback. Donc le carburant de l'agilité, c'est l'équipe performante, c'est les humains. Une équipe, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui ont un objectif commun. S'il y a des personnes qui font du front ou qui font du back et qui ont des objectifs différents, ce n'est pas une équipe, c'est 2 équipes. S'il y a des développeurs et des testeurs qui ont 2 objectifs différents, ce n'est pas une équipe, c'est 2 équipes. Une équipe, c'est un ensemble de personnes qui ont un objectif commun. Sur un terrain de rugby, il y a un seul ballon. L'objectif, il est simple, c'est ce ballon-là, il va là-bas.
C'est un indicateur, pour moi, le plus haut niveau d'indicateur, c'est le niveau de confiance. Enfin, l'indicateur le plus intéressant, c'est le niveau de confiance qu'il y a dans cette équipe-là. C'est-à-dire comment les gens osent, le symptôme, prendre de l'initiative. Si je n'ai pas confiance sur la capacité de mes collègues à prendre de l'initiative, et surtout si je n'ai pas confiance dans la capacité de mes collègues à accepter mes prises d'initiative, je ne vais pas en prendre. Et du coup, je ne vais pas pouvoir tester des trucs. Et du coup, je ne vais pas pouvoir provoquer du feedback, etc., etc., etc. Malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas de KPI facile à mettre en place pour avoir un indicateur du niveau de confiance. Moi, j'utilise mon nez. Ce qui est sûr, c'est qu'une évidence, c'est la communication. Plus on communique, plus on va faire monter le niveau de confiance, parce que plus on va dire en fait ce qui marche pas, et plus on va expliquer mes besoins, mes contraintes. Et quand tout le monde le fait, on va faire monter le niveau de confiance et donc la prise d'initiative. Et donc la conséquence, c'est la performance. Ce que j'observe aujourd'hui dans les organisations, dans les entreprises que j'accompagne vis-à-vis de l'agilité, ça fait 12 ans aujourd'hui que j'accompagne des équipes et des organisations à mettre en place de l'agilité. Ça fait 16 ans que j'en fais, moi, dans mes équipes. Premier truc qui me surprend quand j'ai écrit cette conf, c'est qu'aujourd'hui, l'agilité sort de l'IT. En ce moment, là, depuis 1 an et demi, j'accompagne une entreprise sur Toulouse qui construit des satellites. Et ils sont venus me voir. C'est Adrien, je vous présente Adrien. Il est en train de construire des bouts de satellites en agilité. Et il est venu me chercher, il m'a dit comment on construit un satellite en agile. J'ai dit, je ne sais pas, moi j'ai développé des lignes de code. Et j'ai dit, mais pourquoi? Ça c'est ma question de pourquoi tu veux faire de l'agilité? À quoi elle sert? C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est qu'avant, on mettait 10 ans à 15 ans à construire un satellite. Et on faisait un petit bijou, ça partait, et ça faisait toute sa vie, 50 à 70 ans de durée de vie pour un satellite, à faire la même mission en l'air, dans l'espace. Et là, en fait, il y a un gars, et pas que lui, Elon Musk avec SpaceX, et il y en a d'autres, il y a pas mal de startups, c'est un marché assez concurrentiel, étonnamment, le monde du satellite et de l'espace, qui sont en train de dynamiter, comme ceux qui ont connu pour les vieux Xavier Niel qui arrivaient dans les télécoms à l'époque, où c'était très installé, le marché était très stable. Là, en fait, il est en train de se passer la même chose pour le satellite. D'ailleurs, ils l'ont appelé le New Space. On est dans l'ère du New Space. Aujourd'hui, il y a SpaceX qui balance des grappes de satellites et qui arrive à les reconfigurer en vol. Là où nous, on met 15 ans à construire ou 10 ans à construire un satellite et il n'est pas reconfigurable en vol. Donc du coup, en fait, il y a un vrai sens et un vrai besoin à l'agilité. Et Adrien, il me dit, moi, c'est vital en fait. Si je ne fais pas ça, même si j'ai des gros gouvernements derrière qui nous aident et qui injectent beaucoup d'argent, mon marché du satellite en Europe et en France, en fait, il va pas exister longtemps. Par contre, ça lui demande à Adrien une énorme, ça pose une grosse difficulté, c'est qu'ils doivent réinventer leur façon de construire leur satellite. On ne peut pas souder une carte, créer une carte électronique et puis la refaire, et puis l'incrémenter, etc. Il faut qu'ils repensent vraiment leur façon de faire. Un autre point, les murs deviennent des fenêtres. J'aime bien cette phrase. Je vous présente l'équipe commerciale de Vocalis Corp. Vocalis Corp qui édite Vocalis Connect, donc un magnifique produit d'une magnifique entreprise créée par ChatGPT. C'est une solution SaaS pour mettre en relation les humains dans l'entreprise. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'au début, ils ont mis de l'agilité en place parce qu'il y avait la concurrence sur ces produits-là dans l'équipe de dev. Ils l'ont fait il y a 5 ans. Et là, depuis 2 ans, en fait, l'équipe commerciale, mais pas que, il y a les RH, il y a la direction, il y a l'équipe plateforme, et il y a le club client, c'est-à-dire 15 représentants clients qui sont invités à la sprint review et qui viennent régulièrement voir. Et en fait, ils s'aperçoivent, en faisant ça et en mettant en place l'agilité, ça c'est quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, que les gens se parlent et que les gens de différents services se parlent. C'est pour ça que je mets les murs, on casse les murs et les murs deviennent des fenêtres, c'est-à-dire que les gens se parlent entre eux.
On continue d'avoir ces services-là. Mais il y a cet avantage-là dans certaines sociétés. Ça, c'est les choses plutôt intéressantes, moi, que je constate dans certains des contextes que j'accompagne. Il y a aussi des choses moins intéressantes. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de ramer beaucoup dans des entreprises parce que la late majority adopte l'agilité. Alors, je peux vous renvoyer à la conf d'Alex Boutin sur l'essentiel des pratiques agiles, mais aussi à la courbe d'adoption de Rogers ou au Crossing the Chasm de Moore. Qu'est-ce que c'est la late majority? Et on retrouve des gens qui suivent la méthode agile. Des gens qui sont très contents de faire des stumps, des stand-up meetings, pour ceux qui ne connaissent pas. De faire des stumps parce que c'est vachement chouette, on est debout, c'est très dynamique et on se parle tous les matins, comme ça on sait ce que les autres sont en train de faire. Et puis c'est vachement intéressant aussi parce que le manager, il est content parce que pendant la sprint review, il voit l'avancée de ses OKR et il peut suivre l'avancement du projet. Puis ils ont arrêté la rétro parce que ça faisait 3 rétros qu'on disait la même chose, donc à un moment donné, ça sert à rien de répéter les mêmes choses. Et ça, c'est des choses qu'on trouve dans les entreprises, beaucoup, aujourd'hui, parce que la late majority, parce qu'on essaye de mettre en place et on essaye de faire ce que d'autres personnes ont fait et qui ont marché chez eux. Sauf qu'on n'est pas chez eux, on est chez nous. Et ça, c'est important quand on met en place de l'agilité, c'est qu'est-ce qu'on veut faire chez nous, quels sont nos enjeux à nous. Et si on imite, je peux citer aussi, vous pouvez aller voir la conf de Emily Esposito sur le... oui, j'ai perdu. Bon, ça me... Je trouverai après. Non, pas de sabotage avant, sur le cargo culte. Allez, j'avance un peu. Là, ça c'est très 2024. Gros retour de bâton. Gros coup de retour de bâton. Pour tout un tas de raisons. La guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, les élections françaises, les élections américaines, tout un tas de choses. Le post-Covid, énormément de choses qui font que les contextes se tendent. Et là, moi, des Juliens, j'en vois beaucoup, c'est un middle manager. J'en vois beaucoup des Juliens qui sont pris dans un étau, et terre du milieu, il est au milieu lui, qui sont pris dans un étau, et qu'est-ce qu'il fait? Et la situation de son entreprise est très compliquée. Donc du coup, il remet du contrôle. Il faut être focusing on delivery. Maintenant, on traque des heures. Maintenant, tout le monde en présentiel. Télétravail fini. Moi, je veux vous voir là, je veux vous voir bosser, je veux vous voir faire des lignes de code. Fini les coachs, fini les séminaires, fini les réunions. ça m'étouffe. Fini les réunions interminables avec des post-it. Il faut être focusing delivery. On arrête de faire des PBR, des affinages de backlog où on met toute l'équipe ensemble, 10 personnes. On va mettre 2 personnes ou 3 personnes. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps. Et quand on n'a plus le temps, on régresse. Et quand on régresse, nos comportements descendent à la cave. Ce que j'appelle descendre à la cave, c'est-à-dire je reprends des vieilles habitudes qui ne sentent pas bon. Quand le système se crispe, il remet du contrôle. Et du coup, l'agilité, c'est le coupable idéal. Ah ouais, ce projet agile, ça marche bien quand on a le temps, ça marche bien quand on n'a pas de pression. Par contre, si on faisait du cargo culte avant et que là, on est dans la difficulté, c'est à cause de l'agilité. Après, je repars sur un côté positif, ne vous inquiétez pas. Et ce que je vois aussi, c'est ça, c'est des comportements comme ça, à plus haut niveau, de se dire, nous, on est le CODIR, c'est des temps qui sont très difficiles, mais on est content parce que Julien, il fait un super boulot et il remet toute l'équipe au travail. Ça, c'est des mots que j'entends souvent dans les entreprises. Il met toute l'équipe au travail. Par contre, on constate, en fait, le Covid ou autre chose, appelez-le comme vous voulez, a fait beaucoup de mal parce que c'est dur de recruter. On a beaucoup de turnover. Les nouvelles générations sont compliquées. Oh là là. On a du mal à maintenir de bonnes cadences. Techniquement, nos produits explosent en plein vol, etc., etc. Nos clients sont super difficiles. Nos concurrents sont vachement plus agressifs. En fait, c'était vachement mieux avant.
L'agilité, c'est un outil, c'est une réponse à un enjeu, et il faut se poser la question de quel enjeu il y a. Et ça, même sur ce slide-là, j'enlève l'agilité. Euh, non, c'est après. J'enlève l'agilité, et c'est dans une entreprise, quand ça va mal, c'est oublions l'agilité, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer, et qu'est-ce qu'on est en train de regarder, et qu'est-ce qui fait que la maison brûle derrière. Allez, quelques pistes quand même, comment je peux améliorer mon agilité ou comment je peux améliorer mes produits dans mes équipes. Quelques pistes. Déjà, sur l'axe technique, comment je peux bien construire le produit. Ben, réduire la boucle de fabrication de mon produit de bout en bout. Donc vraiment penser boucle de fabrication. En ce moment, je suis avec une équipe où les devs, ils pensent de bout à bout, j'ai ma story qui démarre en sprint planning, et puis une fois que j'ai fini de développer, j'ai fini. Bah non, c'est ton bout à toi. Donc non, c'est penser de bout en bout et mettre en place une plateforme technique ou peu importe, mettre en place des outils, mettre en place une façon de fonctionner qui amène de l'idée au produit qui est délivré. Repenser aussi ma façon de construire mon produit de manière incrémentale. Aujourd'hui, je vois peu, et surtout dans ces moments où on régresse un petit peu, là, je vois peu cette notion d'incrémental. Je vois, on rajoute des bouts à mon produit et on livre un gros produit. Et on rajoute plein de bouts à mon produit et on livre un gros produit. Mais on perd cette notion d'incrémental, moi je trouve pas mal. Et puis automatiser, ça coûte cher d'automatiser, mais on gagne beaucoup. Les tests, l'intégration, le déploiement, etc., etc. Sur le côté fonctionnel, comment je peux améliorer, comment je peux construire le bon produit. Ben, réduire ma boucle d'apprentissage business, c'est-à-dire mener une stratégie produit et non projet, c'est-à-dire récupérer du feedback, provoquer le feedback, et pas que auprès de mes clients, ou pas que auprès de mes utilisateurs, aussi auprès des concurrents. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment on est en train de le faire, etc. Faire vivre mon backlog de manière organique, c'est vraiment quelque chose d'organique, c'est-à-dire à un moment donné, une idée peut être merveilleuse, mais c'est peut-être pas le moment de la faire. Et ça sert à rien de la stocker dans mon backlog. Si au bout de 3 mois, on l'a toujours pas fait et on l'a toujours pas attaqué, bah, c'est que c'était une très bonne idée, mais c'était pas le bon moment de la faire. Donc on peut la sortir du backlog. Si c'est une très bonne idée qui revient dans 6 mois, on aura de nouveau une très bonne idée dans 6 mois, on la remettra dans notre backlog. Et puis changer la relation qu'on a client-fournisseur pour en faire du partenaire, mais aussi même à l'intérieur de l'équipe, et casser des murs pour en faire des fenêtres et changer nos relations. D'un point de vue organisationnel, comment je peux améliorer les choses, comment je peux mieux construire le produit, mieux rythmer déjà pour être plus prédictible. Mieux rythmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner de l'information régulièrement. Prédictible, ça veut dire que la personne en face, elle est confiante en les informations que je suis en train de lui donner, les chiffres que je suis en train de lui donner, ce que je lui dis que je vais faire, etc. etc. Et donc le fait d'avoir des rythmes, le fait d'avoir des itérations, le fait d'avoir des sprint reviews, où on se dit on va inviter des gens qui vont utiliser notre logiciel, qui payent notre logiciel, qui participent à notre logiciel, c'est ça, c'est donner de l'information. On ne fait pas une sprint review que pour récupérer du feedback. Être orienté valeur, qu'est-ce qu'on délivre, quelle valeur on délivre, plutôt que combien de stories on a délivré. Éviter d'hybrider les approches, et l'hybridation, c'est un consensus mou. Je prends le meilleur des deux, je prends aussi le pire des deux. Et puis, être transparent, ça c'est comme la confiance, il n'y a pas de KPI sur la transparence. Hein. Être transparent sur ses difficultés, avec le client, avec le management, avec l'équipe, avec les sous-traitants, etc. Plus globalement, et moi je trouve que c'est là où est l'enjeu, il faut changer la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, une entreprise, c'est une cellule, un noyau à l'intérieur de tout un écosystème, et cet écosystème il va très vite en ce moment. 2020, 2024, etc. Et l'entreprise, là, elle a besoin de s'adapter, d'être résiliente, pas résistante, résiliente. Donc du coup, changer la culture d'entreprise. Et changer la culture d'entreprise en démarrant avec le pourquoi, avant le comment. Qu'est-ce qu'on veut changer? C'est
c'est pas ça, c'est pourquoi on veut le changer. Pourquoi on veut changer, c'est quoi les enjeux? Les enjeux internes et les enjeux externes à l'entreprise. Transformation, elle vient toujours des dirigeants pour répondre à des enjeux internes et externes. Et on écoute les symptômes, difficultés d'embauche, difficultés de rétention, l'usure des gens qui travaillent. Changer une culture, ça prend une génération. Et si j'ai 2 conseils à vous donner, c'est prendre le temps. Parce que si je ne prends pas le temps, je ne peux pas écouter. Si je n'écoute pas, je ne récupère pas du feedback. Et je me tromperai forcément. Et puis accepter que ce soit organique. Je ne peux pas faire un plan de transfo. Je peux viser où je veux aller, chercher les enjeux que je veux changer, etc. Mais je ne peux pas prévoir, je ne peux pas faire un plan de ce qui va se passer. Là, c'est le moment assez rigolo, je sors ma boule de cristal, je regarde un petit peu et puis je me dis qu'est-ce qui peut se passer dans les années à venir. Je me suis pas mal documenté, j'ai regardé plusieurs études, etc. Je ne vais pas très loin, je vais 4 février 2027 et je vous présente Guillaume et Enora. Donc Guillaume et Enora, c'est 2 développeurs qui travaillent sur un soft qui permet de simuler, d'optimiser le trafic routier, développé en Mojo et Julia, 2 langages là, qui sont sortis il y a quelques années. Ils se sont encore engueulés, Guillaume et Enora. Il faut savoir qu'Enora, elle est quand même plus jeune que le fils de Guillaume. Et Guillaume, lui, il essaye de lui expliquer l'intérêt d'avoir une bonne architecture, qu'on ne développe pas au jour le jour la fleur au fusil. Mais Enora lui dit Osef, tous les ingénieurs qui sortent, on est le 4 février 2027, tous les ingénieurs à la marge, sauf ceux qui ont repris des études, qui sortent de l'école d'ingé, sont tous nés après l'écriture du manifeste agile. Tous. C'est bon, on a tous pris un bon coup de vieux là. Sauf à la marge ceux qui ont repris les études, tous les ingénieurs qui sortiront le 4 février 2027 de leurs études, de leur école d'ingé, seront nés après l'écriture du manifeste agile. Donc vous vous rendez compte, si moi en tant que coach agile, et je le fais, je vais leur parler du manifeste agile, un truc que 17 vieux barbus blancs ont écrit avant qu'ils soient nés, waouh, c'est compliqué. Pour la petite anecdote, je donne des cours en école d'ingé depuis 10 ans maintenant. Et les premiers cours que je donnais, quand j'étais en entreprise, c'est les mêmes formations que je donne en entreprise, je comparais en entreprise énormément le cycle en V avec l'agilité. Maintenant j'ai arrêté, je fais différemment. Et j'arrive en école, il y a 10 ans, et je fais le même cours, la même formation, et là il me regarde avec des grands yeux, il me dit, monsieur, c'est quoi le cycle en V? Donc dites-vous aujourd'hui, 10 ans après, bien sûr il y a encore des écoles qui sont encore en train d'expliquer ce que c'est un cycle en V, etc. Mais on n'est plus dans la comparaison, aujourd'hui on est dans autre chose. 4 février 2027, Guillaume et Enora. 23 octobre 2028, on est un petit peu plus loin. Aujourd'hui, 23 octobre, Mathilde, qui est product owner, et son équipe ont fait affiner et estimer leur backlog par ChatGPT 7. Et c'est vachement efficace. Et du coup, ils ont pris le résultat et ils ont pu en discuter ensemble. Enora, qui est dev, a demandé à ChatGPT 7 de générer et d'installer l'architecture, comme quoi, et l'environnement de dev de son nouveau projet. Parce que c'est important d'avoir une bonne architecture. Guillaume, qui est dev senior, qui a toujours été ingénieux et qui a toujours cherché des solutions rapides, lui sous-traite toutes ses codes review à ChatGPT 7. Et c'est vachement efficace et c'est vachement rapide. C'est vachement chouette. Et Julien, lui, qui est middle manager, détermine les objectifs individuels de son équipe et fait passer les entretiens de carrière à 3. Le collab, lui, et ChatGPT 7. Et c'est vachement efficace parce que ChatGPT 7, il est très bienveillant, très respectueux, il pose des questions vachement intéressantes. On est le 23 octobre 2028. Le monde s'accélère et ça augmente l'incomplétude, l'incertitude et l'impermanence. Il y a des choses qui sont en train de se passer, tout s'accélère. Et ça ne date pas d'il y a 1 an ou il y a 3 ans, tout s'accélère. Et ça rajoute de l'incomplétude, de l'incertitude et de l'impermanence. Donc en fait, notre façon de réagir
à ce système qui s'accélère, c'est d'accélérer. C'est si on n'accélère pas, on sort du système. Et donc en accélérant, on fait accélérer le système. Allez, je vous amène un petit peu plus loin, le 15 août 2039. Je me suis basé sur une étude de l'INRS. Aujourd'hui, en 2039, 50% des métiers actuels n'existaient pas en l'an 2000. Aujourd'hui, Adrien, qui, je vous rappelle, je vous l'ai présenté tout à l'heure, 15 ans avant, il fabriquait des satellites. Ben, les satellites, on est toujours obligé de les fabriquer en présentiel. Mais ils touchent une prime de télétravail en présentiel parce qu'il y a un gros désamour pour les métiers qui ne sont pas télétravaillables. Aujourd'hui, Enoa sort de l'école et signe son nouveau contrat hybride. Ils ont mis en place des contrats hybrides, le gouvernement a mis en place ça dans la loi. Des contrats hybrides qui mêlent indépendance et salariat à la sortie de l'école. Donc il peut travailler pour un employeur et il peut en même temps, avec de la sécurité sur son contrat et un cadre mis en place, et il peut travailler pour d'autres clients, il peut travailler pour d'autres choses, etc. Alexandre, lui, il travaille, il est à moitié, il a mi-temps en tant que développeur, salarié, et à mi-temps maraîcher. Et il fait du maraîchage. Il plante des salades et le samedi matin, il les vend sur le marché. Ben, Guillaume, lui, il a pris sa retraite en 2039. Et du coup, il a ressorti des vieux side projects en Kotlin. Julien, le fameux middle manager, fait des conférences pour promouvoir son livre intitulé « Pour un management toujours plus humain ». Et Nora est dépitée par cette nouvelle génération. Et elle se dit que c'était quand même vachement mieux avant. Je fais quelques liens avec ça, c'est intéressant. J'y mets de moi, évidemment, comme d'habitude. Et Noah, c'est le nom de mon fils, qui en 2039 fera quelque chose, mais possiblement si il suit une voie à peu près conventionnelle. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais sortira de l'école. Alexandre, c'est un gars aujourd'hui qui est dans une des équipes que j'accompagne et qui fait vraiment du maraîchage à mi-temps en tant que développeur. Et l'autre mi-temps, il est développeur. Mais ça, c'est hyper à la marge aujourd'hui. Et lui, il le fait. Il a négocié avec son employeur que son mi-temps, ce n'est pas 3 jours par semaine, 2 jours et demi par semaine. Son mi-temps, c'est 4 mois de février à, je sais pas quoi, à juin, un truc comme ça, quoi. Et puis après, des périodes comme ça. Il a négocié ça. Ce que je veux dire, c'est que là-dedans, il y a des prémices d'un monde, moi c'est ce que j'y vois en tout cas, d'un monde où l'interconnexion, on ne peut plus garder une personne qui fait le même boulot dans le même cadre en tant que salarié. Même déjà aujourd'hui, en 2024, c'est très compliqué. Donc clairement, en 2040, et ça c'est l'étude, c'est le premier truc qu'elle met en avant. C'est le premier truc, c'est ça, c'est le monde du travail va changer. Maintenant, cette étude s'inquiète aussi, et c'est intéressant, sur les RPS, sur les risques psychosociaux d'avoir une vie comme ça. Moi, là-dedans, je me raccroche à cette phrase de Montessori, qui date d'il y a quelques années quand même, que je vous laisse lire. Et c'est en élevant mes enfants, Enoa et Vaya, qui ont 11 et 14 ans en ce moment. C'est ce que je me dis à chaque fois. Je ne veux pas essayer de leur expliquer comment il faudrait qu'ils fonctionnent pour me faire plaisir ou pour faire plaisir aux profs. Il faut que j'essaye de leur apprendre et de leur transmettre le fait de pouvoir s'adapter et le fait de pouvoir vivre dans un monde qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui. Et l'agilité, c'est ça. Et l'accompagnement, c'est ça. Et transformer une entreprise, c'est ça. C'est comment on peut aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, sans avoir la peur, parce que si j'ai peur, j'y vais pas. Merci. Est-ce
que vous avez il nous reste 5 minutes, je crois, un truc comme ça. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses que vous voulez dire? Surtout cultiver la résilience. Ouais. Ouais. Maintenant, c'est comment on cultive la résilience. Ouais. Ok, merci. D'autres questions? Je ne sais pas. Et très sincère, enfin, moi, vous voyez, il y a ma liste voilà, slasher aussi. Et moi, pour le coup, surtout en 2024, là, c'est une grosse question que j'ai, quoi. On le voit avec des entreprises qui sortent pas mal de coachs de leur contexte. C'est comment notre métier va évoluer, j'en sais rien. Ce que je vois aussi en parallèle, parce que je suis coach pro et superviseur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent une claque dans leur entreprise, qui étaient développeurs ou n'importe quoi d'autre, peu importe, et qui sortent de cette entreprise-là, qui sont en rupture dans un cadre, qui sont en rupture avec cette entreprise, et qui se lancent dans le métier de l'accompagnement. Alors ça peut être le métier du coaching pro, mais ça peut être, je ne sais rien, il y a tout un tas de trucs, le Reiki, le kinésiologue, j'en vois, mais partout. Enfin, partout, beaucoup. Dans le monde du coaching pro et de la supervision, les écoles de coach pro sortent des gros wagons de coach pro. Donc je me dis, à un moment donné, à vouloir accompagner tout le monde, il n'y a plus personne qui est accompagné. Il n'y a plus que des accompagnateurs. Mais on s'accompagne tous où? Donc ça me questionne. Je n'ai aucune idée de comment le monde va évoluer. C'est le chat qui se mord là. D'autres questions? Ouais, Chris. Ouais. Ah ouais. Donc la question de Chris, pour ceux qui étaient à distance, j'ai oublié de la répéter celle d'avant, c'est effectivement, je parlais d'un changement de culture, c'est une génération, et combien de boîtes aujourd'hui, à part des petites boîtes familiales, projettent des choses, n'importe quoi, sur une génération. Et effectivement, aujourd'hui, on n'y est plus. C'est une génération. Alors, c'est peut-être, c'est sûrement biaisé et pas forcément positif, mais c'est une génération de managers. Moi, c'est à l'échelle que j'ai, c'est-à-dire 2 ans ou 3 ans. Donc, comme par exemple les présidents qui nous gouvernent, ils arrivent et puis il y a l'ère Macron, etc., qui dure 5 ans. Et c'est un peu ça, c'est aujourd'hui, en fait, dans des très grosses boîtes, on est plutôt à comment on peut faire sur 2 ans, comment on peut faire sur 3 ans, et la culture, et c'est quelque chose qui me questionne aussi beaucoup en ce moment, et la culture, en fait, on n'y prête pas trop attention. Et les boîtes que j'accompagne sur de la transfo et sur des transfos qui sont intéressants, c'est des boîtes qui sont beaucoup plus petites, maximum 2000 personnes. Où là, il peut y avoir un dirigeant qui a une vision long terme, parce que c'est soit une boîte familiale, soit c'est un dirigeant qui est installé là et qui a une vision très long terme, et qui sait que dans 3 ans, il va être là, ou en tout cas qu'il présuppose. On s'arrête là? Ah, mais les pieds dans le plat. Bah, ChatGPT-7, j'ai fait pas mal de... Alors pour la petite... Ah ben, des inquiétudes, on a toujours peur de... Alors pour la petite histoire, ChatGPT-7, enfin ChatGPT-4, je lui ai demandé en 2000, je ne sais plus combien j'avais mis, 28, quel sera le numéro de version de ChatGPT. Il m'a dit, je pense que ce sera le ChatGPT-7. Donc j'ai mis le ChatGPT-7. Ah non, mais moi j'écoute ce qu'on me dit. Ça, il ne me l'a pas dit. Il m'a dit, je m'appellerai ChatGPT-7 en 2028.
moi, j'entends pas parler des craintes. J'entends parler des craintes sur les métiers de la relation, c'est-à-dire les métiers d'accompagnement. Les coachs, j'entends beaucoup et beaucoup dans le monde du coaching pro parce que moi, j'aime bien de chaque côté. Coaching agile, bon, on est quand même dans des environnements assez techniques ou tech, où on n'a pas peur d'aller sur son téléphone poser une question à ChatGPT, ou pas trop, hein, il me semble. Par contre, le monde du coaching pro, il a très peur de ça. Moi, je me dis que de toute façon, c'est une évolution qui arrive et elle va avancer. Donc, soit je prends, soit je ne prends pas. Moi, je suis vraiment dans cet état d'esprit-là et pour tout le temps. Donc, c'est pas, et c'est ça la résilience, c'est pas je résiste, je suis résistant, mais je suis plutôt résilient. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui arrive, comment je le prends, comment je le fais évoluer. Dans les équipes que j'accompagne, moi, cette année, j'ai 3-4 équipes de devs qui développent des produits qui ont intégré l'IA dans leurs produits ou qui se sont posé la question de comment l'intégrer. Non pas intégrer, et ça c'est dommage, mais je ne l'ai pas vu cette année et je ne l'avais pas vu avant, comment intégrer l'IA pour développer, mais c'est plutôt comment intégrer l'IA dans les produits qu'on développe. La dernière, là, équipe dans laquelle je suis, développe des systèmes de air traffic management, c'est-à-dire des simulations d'avions, de vols d'avions, etc. Et ils intègrent l'IA pour sélectionner, pour améliorer la vie du contrôleur aérien et pour l'aider dans sa prise de décision. Donc forcément, c'est des trucs qui vont arriver. Soit on est résistant au changement, soit on est résilient et on va avec. Alors pour reprendre à distance, je vais essayer de reformuler. Donc les impacts climatiques n'ont pas les mêmes les impacts, enfin excuse-moi, le changement climatique n'a pas les mêmes impacts que l'IA et on peut participer à l'un à l'autre. Il y en a un qui est plutôt une fatalité, il y en a un autre sur lequel on a la main. Mais c'est pour moi exactement la même chose avec le changement climatique. Exactement la même chose. C'est-à-dire, je peux avoir des actions, comme le disait, j'adorais ce matin l'histoire du moustique, même si c'est tout petit, mais je peux faire des choses. Certes, le système est tellement gros, mais je peux participer et je participe. Et pour moi, être résilient, c'est pas être passif. C'est pas prendre le truc et oh, bon, ben, c'est encore un nouveau truc, je vais le prendre. Mais c'est plutôt moi, je me l'approprie et puis je regarde ce que je peux en faire et je vois comment je peux faire. Il y a peut-être une forme de fatalisme. Il y a beaucoup de Japonais, je ne sais pas si vous voyez, c'est quelque chose qui. Enfin, c'est une culture ou une philosophie de vie très bouddhiste, pour moi, en tout cas, de me dire ok, il y a des choses qui se passent. Et dans ce qui se passe, en fait, quelles peuvent être les opportunités que je peux prendre et comment je peux faire évoluer ça, ou comment je peux l'utiliser, ou comment je peux. Ouais, il y avait quelqu'un qui se manifestait ou tu veux. Ouais, ok. Ouais, ouais. Sûrement. Je ne suis pas assez calé là. Ouais, on s'arrête là. Merci à tous et dispo pour échanger.